Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on revient sur l'affaire Stablex et la loi 93 avec la prise de position du COBAMIL. Mais avant, on parle d'un important projet porté par le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le mois dernier, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière a lancé une importante campagne de financement, la campagne Mamo Maniquetante. Pour nous en parler, mais surtout pour nous parler du projet qui y est associé, nous recevons la directrice de l'organisme, Jennifer Brazeau. Quoi, Jennifer? Oui. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ce n'est pas la première fois qu'on vous invite. Vous venez nous parler d'un super projet. On en a parlé un peu, mais pour les gens à la maison, rappelez-nous, quelle est la mission du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière? La mission, en gros, du Centre d'amitié, c'est d'améliorer les conditions de vie des Autochtones vivant ou de passage en milieu urbain et aussi de construire des ponts entre nos deux cultures. Alors, Vous offrez déjà beaucoup de services? Oui. Quel service déjà vous offrez? On a une panoplie de services, vraiment pour des jeunes jusqu'aux aînés. Alors, on a une clinique de proximité, on a une garderie, on a des activités culturelles, des activités aussi interculturelles. On fait, le 21 juin, on fête la Journée des Autochtones. Au solstice? Oui, exactement. On a des cours de langue, on a plusieurs différents soutiens pour les étudiantes et des services pour les aînés. Et on ne s'arrête pas là. Non. Le mois dernier, il y a eu un grand événement, une grande annonce, la campagne Mamo Maniquetante, qui veut dire « Construisons ensemble ». Parlez-nous de ce projet-là. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, le projet, c'était le lancement d'une campagne majeure de levée de fonds pour le projet de nouvelle bâtisse pour le Centre d'amitié. On a un projet ambitieux qui est quand même un projet, je pense, assez porteur pour la région, avec beaucoup de nouveaux services qui vont être déployés, puis aussi une expansion des services existants, avec un ajout de 26 logements de court et moyen terme pour les membres de la communauté, un CPE de 29 places. Et avec ce projet-là, on a décidé aussi de partir dans une campagne de levée de fonds majeure, puis être ambitieux aussi dans notre objectif pour un objectif de 3 millions. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, le projet? Oui. En français, ça veut dire « construisons ensemble ». Puis pourquoi qu'on a décidé de faire ça? C'est justement de pouvoir donner une opportunité aux membres de la communauté à contribuer à ce projet-là. De dire que tout le monde voulait ce projet-là, suite à plusieurs différents événements historiques, avec les événements qui s'est passés tristement à Joliette avec Joyce Echaquan. Pour nous, on s'est dit qu'une façon pour que le monde puisse changer de message que les Autochtones reçoivent ici dans la région, c'est de pouvoir contribuer à ce projet-là qui va envoyer un message à la communauté que sont voulus. Là, vous avez parlé de logement temporaire, logement aussi, je présume, abordable, mais je ne veux pas trop m'avancer. Le CPE, la clinique, c'était des grands besoins là, pour la communauté. Là. C'était des grands besoins. À quel point c'était nécessaire et urgent? Oui, c'est des grands besoins qui perturbent depuis longtemps. Alors, on essaie de répondre à des
des besoins de base, en fait, de logement, de santé, de sécurité pour nos membres et d'éducation. Et ce projet-là va répondre à tous ces besoins-là. Les logements sont des logements pour des personnes qui peuvent venir dans la région pour des soins médicaux, par exemple. Alors, s'ils quittent leur communauté pour venir à Joliette pour des soins, ils vont pouvoir se loger dans des logements temporaires au sein du Centre d'amitié avec un soutien auprès d'eux, avec une infirmière, des intervenantes, un aile de garderie qui pourrait recevoir aussi leurs enfants. On a aussi des logements temporaires où est-ce que ça peut soutenir la transition vers la ville. Alors, souvent dans la communauté, les membres de la communauté ne sont pas des locataires. Alors, ils n'ont pas quelqu'un qui peut leur soutenir dans la location s'ils veulent déménager à Joliette, par exemple. Alors, quand ils vont venir au Centre d'amitié, ils vont pouvoir avoir un logement temporaire où est-ce que nous, on peut commencer à leur soutenir dans l'intégration au sein de la communauté de Joliette ou autre, à travers la Naudière, peu importe où est-ce qu'ils veulent s'installer, mais ça va leur donner une base d'avoir une référence quand ils vont vouloir louer un appartement, par exemple. Parce qu'il y a souvent, il faut avoir une référence ou un code de crédit, un compte de banque. Ce que les gens n'ont pas toujours. N'ont pas toujours s'ils vivent en communauté. Donc, c'est un départ avec vous. On parle de communauté, de territoire. Le territoire que vous couvrez est immense, là. Oui. C'est tout la Naudière ou tout le nord de la Naudière, à tout le moins? Non, nous, notre mission, c'est de couvrir l'ensemble de la Naudière, alors le nord et le sud. Qui n'est pas rien. Qui n'est pas rien. Alors, si des membres autochtones qui sont en train de regarder cette émission-là sont le bienvenu au Centre d'amitié, puis les services sont vraiment conçus pour eux. On a aussi des services de proximité. Alors, on se déplace aussi vers les membres. Alors, s'ils ont des besoins en soutien médical, intervention, on peut aussi se déplacer pour accompagner des membres, peu importe où est-ce qu'ils sont ici à la Naudière. Vous avez parlé tantôt d'un objectif quand même ambitieux, mais ça va très bien. Oui. Il faut parler d'une immense contribution de Desjardins. Oui. Quelle est-elle? On a eu une belle contribution de Desjardins de 750 000. Alors, ça nous a donné une bonne coup de pouce pour pouvoir avancer dans le projet de levée de fonds. Et on a... le CIUS... Oui, on a un don de terrain de la part du CIS de la Naudière pour pouvoir bâtir la nouvelle bâtisse. Qui sera, en fait, le nouvel immeuble va être, je pense, proche de l'hôpital. Vraiment juste en face de l'hôpital de la Naudière. C'est des importantes contributions. Oui. La campagne va bien, mais nous, la communauté, comment on peut vous soutenir? Comment on fait? Où on va? Oui, vous pourriez aller sur notre site Web. C'est calanaudière.ca, puis cocher sur le parti de dons. Alors, puis ça va vous amener sur notre levée de fonds pour ce projet-là. Justement, on est à la recherche de contributions de la part de la population. C'est pour ça qu'on a fait notre lancement public pour pouvoir solliciter tout le monde à pouvoir contribuer. Donc, sur le site, c'est assez simple, ça va apparaître à l'écran, ne vous en faites pas. Et aux retransmissions et sur le site Web, YouTube et tout ça. Vous allez à l'onglet « Nous aider ». Allez lire, c'est vraiment intéressant tout ce que le centre offre et tout ce que le centre va offrir. Jennifer, on parle souvent, les gens de la communauté parlent d'offrir un environnement culturellement sécurisant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, offrir un environnement culturellement sécurisant? Ça veut dire beaucoup, cette petite phrase-là. Pour nous, vraiment, c'est un espace où est-ce que les membres de la communauté peuvent venir puis se sentir eux-mêmes, se sentir bien, en sécurité, qui peuvent s'exprimer dans la façon dont laquelle ils se sentent bien à s'exprimer, de parler la langue, de pouvoir participer à des activités culturelles aussi. On voit souvent que c'est des membres de notre communauté. Il y a un membre de notre équipe qui a dit
il a pu observer que les membres de la communauté se sentent bien chez eux, ils se sentent bien en communauté, puis ils se sentent bien au centre d'amitié. Alors, nous, notre job, c'est aussi d'essayer de créer des espaces pour expansionner ces lieux-là où est-ce qu'ils peuvent se sentir bien, qu'ils ne se sentent pas peut-être visés par des préjugés, mis de côté, qui peuvent se sentir un sentiment de fierté identitaire aussi en tant qu'Autochtone. C'est quelque chose qui est important. Et d'une personne totale, entière. C'est ça, ouais. Pour la suite des choses, quelles vont être les prochaines étapes maintenant? On attend les dons. Oui. On invite les gens toujours sur le site. On attend les dons. La prochaine étape, quand on prévoit recevoir les premiers résidents ou les premiers enfants? On souhaite pouvoir les accueillir en hiver 2026. Alors, Okay. on prévoit un temps de construction d'1 an et demi. Vous avez déjà une grosse équipe. Je pense que vous m'avez dit que vous étiez 40 à l'organisme. Oui. Là, vous allez vous ajouter beaucoup de travail, je présume. Oui. Mais je suis sûr du travail agréable. Allez-vous être à la recherche de nouvelles personnes pour agrandir votre équipe ou ça, vous allez vous organiser avec ça quand le temps sera venu? Bien, on a déjà des postes ouverts. Alors, s'il y a du monde qui sont intéressés à postuler pour travailler au Centre d'amitié, ils peuvent également aller sur notre site Web ou sur notre page Facebook pour pouvoir voir les postes qui sont disponibles en ce moment. Puis c'est sûr qu'arrivé dans le nouveau centre, on va aussi avoir des nouveaux emplois pour pouvoir bien accueillir tout ce monde-là qui vont venir accéder à nos nouveaux services. C'est un super projet. J'étais heureux de voir qu'il se passe quelque chose dans notre région. Avant de conclure, si je vous disais, vous avez 20 secondes, si vous voulez vous adresser aux Autochtones ou aux Allochtones, vous avez les 10 prochaines secondes, Jennifer. J'ai 10 prochaines secondes. Mais bon, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est de vous inviter chez nous, si vous êtes autochtone ou allochtone, on a une boutique avec de l'artisan autochtone dans notre centre d'amitié qui est offert à tous les membres de la communauté qui aimeraient s'en acheter. On a aussi des formations sur la réalité des Autochtones en milieu urbain. S'il y a du monde qui sont intéressés à s'approfondir sur leurs connaissances sur les peuples autochtones. On a aussi le 21 juin qui s'en vient à Joliette, où est-ce qu'on fait une grande fête. Puis c'est vraiment ouverte puis à tout le monde. Puis c'est une façon où est-ce qu'on puisse travailler la rencontre entre nos deux peuples, puis de se partager. Puis si jamais quelqu'un est intéressé, ils peuvent tout le temps nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Jennifer Miigwech, pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, on revient sur l'affaire Stablex. De retour ensemble. Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec a adopté sous bâillon la loi 93. En gros, c'est une loi qui exproprie la ville de Blainville d'une partie de terre. Tout ça pour permettre à l'entreprise Stablex d'agrandir son site d'enfouissement de matières dangereuses. Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles s'est prononcé en faveur de la ville de Blainville et du BAP. Pour tout nous expliquer, nous recevons son directeur général, Raphaël Goulet. Bonsoir, Raphaël, vous allez bien? Bonsoir, merci, très bien. J'ai fait comme, en gros, c'est quoi le contexte là, de cette loi-là, Stablex, Blainville?
le complexe. Exact. Stablex, donc, c'est un lieu d'enfouissement de matières dangereuses, puis qui existe déjà depuis une quarantaine d'années là, sur le territoire de Blainville. Puis, ils doivent augmenter là, leur production, agrandir leur site au pourtour de leur site actuel. Parce qu'il y a une fin prévue, disons, 2027, 2028. Apparemment, c'est ça. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais en même temps, il y a d'autres informations qui nous disent que ça pourrait durer beaucoup, oui, exact, beaucoup plus longtemps que ça. Donc, le projet de loi numéro 93, c'est un projet qui viendrait exproprier la ville, qui a été adopté, là, qui vient exproprier la ville de Blainville pour installer l'agrandissement, une cellule numéro 6 qui vient agrandir le site actuel de Stablex. Ça fait longtemps que c'est dans les médias, que c'est dans l'actualité politique aussi, ce projet-là, parce que, justement, cet agrandissement-là potentiel avait fait l'objet d'un BAP, un bureau d'audience publique, qui est un processus là, officiel du gouvernement pour voir si le projet peut aller de l'avant. Il y a des analyses scientifiques, des analyses d'acceptabilité sociale également qui sont faites dans le cadre du BAP. Puis le BAP s'était prononcé contre le projet il y a de ça peut-être un an environ. Puis, malgré tout, le gouvernement... Je présume qu'il y a eu de la pression de Stablex. Assurément, parce que, Stablex disait, menaçait, si on veut, de fermer ses exploitations. Puis, à ce moment-là, on n'aurait plus de solution vraiment pour disposer de ces matières dangereuses-là qui sont toujours utilisées là, dans la société. Puis, à ce moment-là, il est venu le projet. Là, la ville de Blainville, à ce moment-là, s'était aussi retirée, là, avait résilié une entente qu'elle avait avec Stablex par rapport au site qui était convoité pour l'agrandissement de la cellule. Puis, c'est ensuite, là, à la suite de tout ça, que le gouvernement a décidé quand même d'aller avec un projet de loi numéro 93 pour exproprier la ville de Blainville sur ce site-là. Un terrain très précis. Oui, exact. Qui est l'ancien site d'Orica, qu'on appelle, un site où, à l'époque... Il y a une valeur écologique, là, sur ce terrain-là, dit-on. Tout à fait. Avant de nous dire quelle est cette valeur-là, on m'a souvent posé la question, ça veut dire quoi un terrain à valeur écologique? Dans le fond, c'est un terrain qui a des particularités au niveau naturel, au niveau des habitats, au niveau des espèces qu'on y trouve, qui sont plus riches qu'ailleurs, qui sont plus exceptionnelles, plus rares, qui vont faire en sorte qu'on va vouloir protéger ces sites-là parce qu'ils ont une valeur particulière là, par rapport à leur environnement. Puis la grande tourbière de Blainville, dans l'ensemble de la CMM, en fait, de la communauté métropolitaine de Montréal, est un complexe de milieux humides exceptionnel, avec une diversité riche là, de biodiversité, à la fois faunique et floristique, puis avec des fonctions là, importantes au niveau de l'absorption de l'eau, la filtration, tout ça. Les milieux humides sont très importants là, au niveau écologique. Le Cobamil, vous avez participé à plusieurs audiences, dont une commission parlementaire. Ouais. Quel a été votre discours? On a été amené à proposer, là, à présenter un mémoire qu'on avait déposé là, à la commission parlementaire qui parlait de nos préoccupations face au projet de loi, avec des recommandations aussi qu'on voulait émettre pour justifier, là, dans le fond, le refus de ce projet de loi-là, idéalement. On n'était pas les seuls, évidemment. La commission parlementaire a vu passer plusieurs intervenants. Puis nous, c'est ça, on est venu, là, on voulait mettre notre grain de sel. On avait participé au BAP aussi à l'époque. Donc, on a réitéré les points qu'on avait parlé au moment du BAP, puis adapté aussi au projet de loi là, qui nous paraissait pas convenable là, de la manière qui était présentée. C'est-à-dire pas convenable, parce que on parle du côté du gouvernement, et je présume de l'entreprise, d'urgence, de coûts, parce qu'il me semble qu'il y a eu des négociations entre la Ville, le gouvernement Stablex, même la Ville envoyait le regard sur un autre terrain, tout près, déjà la propriété du gouvernement, je pense, exact, ouais. Mais ça ne convenait pas.
Oui, c'est ça. Évidemment, il a fallu prouver que c'était ces deux sites-là qui étaient les finalistes, si on veut. Là. Le gouvernement a fait des recherches pour voir s'il n'y avait pas d'autres sites qui pouvaient potentiellement être utilisés pour ne pas atteindre l'intégrité écologique là, de la tourbière. On nous a dit que ces sites-là, on n'en a pas trouvé qui pouvaient vraiment être assez sécuritaires pour disposer des matières dangereuses qu'on allait y mettre. Donc, on avait le terrain adjacent, là, les deux terrains adjacents à la tourbière et au site actuel de Stablex, qui étaient finalistes. Si on veut, le projet de loi numéro 93 était sur un site en particulier. La raison pourquoi l'autre site n'a pas été choisi, c'est que on disait que ça allait être plus cher, là, dans le fond, pour Stablex, de le préparer, la nouvelle cellule là, d'enfouissement. C'est une question de... Il faut enlever tout l'argile. Il y avait de l'argile qui avait été disposée sur le site déjà, donc il fallait enlever commencer par enlever cette argile-là. Je ne connais pas tous les détails, mais on nous avait dit que c'était au coût de 100 millions de dollars préparer le site. Donc, il y avait la justification financière, si on veut, d'aller sur l'autre site qui était convoité, dont faisait l'objet le projet de loi. Le gouvernement a parlé d'études, d'analyses. Quelles en sont de ces études-là, de ces analyses-là? Est-ce que vous les avez vues, parcourues? Avez-vous été convaincu par ces études-là? Pas nécessairement. Là, c'était une étude dans le Globe qui nous a pas été nécessairement partagée. En tout cas, du moins, j'ai pas eu accès. C'est à partir de 2016, on nous a dit dans la commission que Globe faisait l'étude du terrain en tant que tel, là, au niveau écologique, pour savoir si on allait vraiment, si c'était le meilleur site pour l'étude, pour l'agrandissement de la cellule. Ouais. Le hic, si on veut, c'est que Globe a été payé par Stablex pour faire ces études-là. C'était pas une étude indépendante. Donc, parfois, ça peut arriver que les conclusions vont à l'avantage de celui qui paye. Là. C'est normal. Mais vous n'avez jamais vu ces études-là? Non. Probablement qu'elles sont disponibles, je ne sais pas, mais personnellement, je n'y ai pas eu accès. Quels sont les enjeux environnementaux? Là, il y a eu le projet de loi, il y a eu des procédures par la suite. Il y a même eu une procédure à cour d'appel. Visiblement, c'est drôle que pour dire ça, mais ça va être l'état du droit, donc la loi 93. C'est quoi les enjeux environnementaux? Il y en a plusieurs. Là. Il manque beaucoup d'études justement sur le site pour montrer les impacts potentiels de l'ajout de la cellule en bordure puis sur une partie de la tourbière. Au niveau, bien évidemment, de l'impact sur les espèces protégées là, qui s'y trouvent ou en danger, les espèces de biodiversité, là, notamment la couleuvre. Il y a des espèces de couleuvres qui sont à statut, là, qui pourraient être menacées par l'ajout de cette cellule-là. Il y a aussi des impacts au niveau de l'eau donc qu'on ne connaît pas, parce qu'en implantant cette cellule-là dans les milieux humides, l'eau que ces milieux humides-là recevaient ne recevront plus cette eau-là parce que l'eau va percoler dans la cellule comme telle, va être traitée puis va être envoyée dans un cours d'eau. Donc, ça va faire un dérangement assez brusque là, de toute l'hydrologie là, du milieu humide en place. Donc, ça, un milieu humide, en fait, c'est une éponge. Exact, entre autres, oui. Et là, on enlève cette éponge-là et tout ce qui va rester, c'est un fond d'argile avec plein de cellules puis plein de... C'est ça qui va rester. Là. Exact. On vient d'implanter sur une partie du milieu humide, là, donc on ne sait pas les perturbations que ça va causer sur les milieux humides environnants qui, eux, vont rester autour. Là. Problème de gouvernance. Je sais qu'on a parlé d'études, on ne les dépose pas. Il y a des choses. Quels sont les commentaires? Honnêtement, je vais vous poser la question directe. Est-ce que ça a été transparent comme processus? C'est dur de dire que ça a été transparent, effectivement, parce que il semble avoir un agenda autre qui ne nous a pas été, partagé.
le fait qu'on se dépêche à ce point-là de procéder, qu'on passe le projet de loi sous bâillon, malgré le tollé qui a été soulevé, malgré le BAP, qui est un processus interne du gouvernement qui s'était prononcé en défaveur du projet d'agrandissement de la cellule. C'est comme si on se demande pourquoi on ne prend pas le temps de faire les suivis environnementaux nécessaires pour vraiment prouver que c'est vraiment le site idéal à utiliser. Puis, en même temps, on vient favoriser une entreprise qui a des intérêts américains. C'est une énorme faveur publique, gouvernementale qu'on fait à une entreprise privée. Donc, ça aussi, c'est très questionnable. Là. Pour, dites-vous, apparemment, leur faire épargner 100 millions. 100 millions de dollars, les coûts c'est ça, exact. pour préparer le terrain. Oui. En passant, pouvez-vous nous dire, ça va prendre combien de temps préparer ce terrain-là? Je pourrais pas vous dire, OK, je sais pas, OK. sûrement plus que. Bien, il faudrait que ça soit avant 2027, selon. Oui, c'est ça, exactement, sinon ils vont être mal pris. C'est peut-être une des raisons c'est l'une des raisons qu'ils nous ont mentionné pourquoi il fallait se dépêcher autant pour adopter ce projet de loi-là. Mais en même temps, c'est ça, il y a plusieurs questions à se poser sur pourquoi on n'a pas été plus transparent, puis pourquoi on ne nous a pas manifesté les vraies raisons, pourquoi on essayait d'aller de l'avant aussi rapidement. Disons que l'eau n'est pas limpide. Oui, on peut dire ça, Oui. effectivement. Avez-vous eu l'occasion de parler avec le gouvernement, outre d'aller en commission parlementaire? Il y a des députés, il y a même un député ici qui se dit quand même environnemental. Est-ce qu'on a eu l'occasion de leur parler ou c'est sans issue? C'était sans issue. Au moment, les gens qui étaient, les députés qui étaient au moment de la commission, il y avait évidemment des partis de l'opposition aussi qui étaient représentés là, dans la commission. Donc, on a pu avoir une discussion avec eux. Puis, de toute évidence, ces députés-là étaient contre le projet de loi. Donc, on a pu avoir mais eux-mêmes n'avaient pas de pouvoir à ce moment-là. Ça a été adopté sous bâillon. On n'a pas eu d'autres occasions, à part là, le BAP et la commission parlementaire, là, pour vraiment essayer d'influencer le politique là-dessus. Clairement, c'est un agenda qui était au-dessus de nous tous. Là, parce en même temps, il y a eu, j'aime pas dire les affaires, mais l'affaire signataire déchets de Bagotte. Mais c'est quand même différent, là. Parce que dans le premier cas, on parle d'exproprier une ville. Oui, dans le cas de Stablex, c'est vraiment le fait qu'on exproprie une ville, qu'on vient outrepasser les droits municipaux. Là. C'est vraiment ça qui venait pour, en plus, aller avantager une compagnie privée. Dans le cas de signataire, c'était simplement, là, signataire environnement à Mascouche, là, c'était un appel d'offres qu'il y a eu pour disposer de sols contaminés, des contaminants émergents, les PFAS, là, en anglais, là, qu'on appelle. Donc, qui venaient de Bagotville, puis qui ont été... signataires ont remporté l'appel d'offres, puis ils vont... Mais c'est déjà leur terrain. C'est pas dans le but d'agrandir, c'est vraiment d'en disposer ici, là. On va suivre le dossier. On va espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Monsieur Raphaël, merci de vos explications, on a bien compris. Quant à nous, on se dit au revoir. Merci à tout le monde et on se revoit jeudi prochain.